Alors, bonsoir tout le monde, salam alaikum. Marhaba bikum, déjà au nom de ESLSK Business School, effectivement, donc, dans ce séminaire autour de la data et digital, un vecteur de performance et de compétitivité pour les entreprises. Donc le thème, comme son nom l'indique, c'est un thème quand même d'actualité. Il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse parler de la data, la gestion des données, le big data, l'intelligence artificielle, la transformation digitale, bien évidemment. Et je considère que donc, toutes ces thématiques-là sont liées aujourd'hui. Donc une entreprise ne peut pas s'inscrire dans un projet de transformation digitale sans qu'elle puisse prendre en compte l'intérêt de la data. C'est pour ça l'un des théoriciens de management, je pense que c'est Drucker, je pense, si ma mémoire est bonne, disait que les entreprises qui vont, on va dire, dominer, ce sont ceux qui savent en tirer parti des données. Et donc, toute entreprise aujourd'hui, et ça se justifie, aujourd'hui, si on parle des entreprises qui ont de la valeur sur le marché, on parle bien des GAFAM. Et si on part sur le business model des GAFAM, c'est basé principalement sur de la data et l'intérêt, bien évidemment, donc, de la data. Donc, aujourd'hui, ce séminaire a pour vocation, bien sûr, de vous montrer l'intérêt de prendre en compte la gestion de la data dans les entreprises. Pour bien sûr accroître la performance des entreprises, parce que lorsqu'on crée une entreprise, bien sûr, c'est pour créer de la valeur et c'est pour gagner en performance. Et donc, la data, ça permet d'éclairer vos décisions et surtout de calculer aussi le risque et pourquoi pas aussi de conquérir de nouveaux clients, etc. Donc, les objectifs business de l'entreprise peuvent être améliorés, bien évidemment, en s'appuyant principalement sur de la data. Vous allez voir digital. Alors, digital, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, au Maroc en tout cas, donc, nous avons un écosystème numérique un peu mature, disons-le, déjà sur le plan des institutions qui travaillent sur le digital, le ministère, l'ADD, la CNDP, j'en passe, bon, la société civile, bien évidemment, qui travaille aussi dans ce sens-là. Donc nous assistons quand même à une sorte de maturité de marché marocain en termes de digital, et tant mieux pour les entreprises, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Et bien sûr, nous avons des entreprises, soit des entreprises qui proposent des solutions, et aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir AFD Tech. C'est pour ça, donc, le jour où ce séminaire m'a été proposé, je dis, bon, je suis entre deux familles. La famille AFD Tech que je connais, avec qui j'ai collaboré sur un certain nombre de sujets, effectivement, et bien sûr la famille ESLSK, dont ma collaboration elle est récente, mais dont je suis fier aussi. Donc aujourd'hui, le choix est difficile pour moi. Donc je suis entre deux familles, et voilà, mais je suis content en tout cas d'assurer ce rôle aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop tarder parce que je pense que vous êtes un peu affamés pour voir un peu le contenu de ces collaborations-là. Sans plus tarder, donc nous appelons M. Jalil Achour, qui est le directeur général de Planeta Formation et Université Maroc, effectivement pour une intervention. Salam alaikum, merci beaucoup, c'est Louis. Je vais prendre quelques minutes, je suis Jalil Achour, directeur général de Planeta Formation et Université Maroc. Je vais vous présenter là où vous êtes aujourd'hui et qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Alors, Grupo Planeta, en général, c'est une grande multinationale au service de la culture. Quand on dit la culture, un certain nombre de choses dans la formation qu'on va en parler tout à l'heure. Première chose, la première division du groupe, c'est la division qui travaille dans le cadre de l'édition. C'est une division qui a été créée en 1949. Actuellement, pour faire simple, un livre sur deux qui sort au monde en espagnol sort de cette division. Donc c'est une division qui englobe à peu près 70 maisons d'édition et c'est 50% du market share mondial. La deuxième activité du groupe, c'est les médias à travers Adresse Média, et notamment Antenne Adresse, que quelqu'un de vous connaisse, c'est la plus grande chaîne ouverte en Espagne, avec 50% aussi de market share en Espagne. Contenu, donc le groupe a une division qui travaille sur la production audiovisuelle. Et notamment, c'est le groupe qui a produit une série que vous peut-être connaissez, c'est Casa de Papel. Donc c'est une série qui a été produite par le groupe Planeta. Le groupe aussi détient une chaîne de librairie qui s'appelle Casa di Libro. Et nous, on travaille dans la division formation et université, qui est actuellement le plus grand groupe d'enseignement privé en Europe. Ce n'est pas un réseau d'écoles, c'est un groupe d'écoles qui appartient à la division Planeta Formation et Université. Donc, Planeta Formation et Université se trouve dans 9 pays, sur 3 continents. L'Amérique, notamment on a une université aux États-Unis,
l'Afrique, où on est présent au Maroc et en Égypte, et puis en Europe sur plusieurs pays, l'Espagne, la France, l'Italie, et j'en passe. C'est quelque chose comme 135 000 étudiants par an, sur plusieurs marques d'écoles différentes. Il y a des universités privées, notamment l'Université internationale de Valence, des écoles privées, des écoles privées sur différents types de thématiques, le design, le tourisme, la cuisine, le business en général, et aussi nous détenons 2 écoles spécialisées en data et digital, c'est l'INESTI et 3 Points. En plus des programmes qui concernent la data et digital dans plusieurs écoles. On détient aussi la Rome Business School, Subdelux en France, Sport Management School. C'est un très très grand groupe, très puissant, présent à peu près partout. Ici, dans le campus où nous sommes aujourd'hui, c'est SLSK. SLSK, c'est une école parisienne d'origine qui a été créée en 1949 et qu'on opère ici au Maroc. Sur ce campus-là, on opère la formation classique, c'est une business school classique. On fait la formation initiale sur une licence en administration des affaires et bien sûr on lance cette année tout en lien avec la thématique d'aujourd'hui, une licence en data science and digital pour l'entreprise. Pourquoi on fait ça? Nous sommes une business school, on ne fait pas de la data point de vue ingénierie, mais on fait de la data point de vue aide à la décision. Donc, le management de la data pour l'amélioration, la création de la valeur et l'amélioration du processus décisionnel dans l'entreprise. Donc, les entreprises marocaines ont besoin des gens formés en formation initiale, mais aussi en formation continue, on en parlera tout à l'heure. Donc, nos étudiants bacheliers, ils font 3 ans, ils font leur licence accréditée par l'État marocain. Après, ils font des masters en finance, en trading, en marketing digital, en management touristique et comptabilité, contrôle et audit. En parallèle avec la formation initiale, il y a la formation continue. Donc, on offre, il y a le segment de licence professionnelle, les personnes qui ont un bac plus 2 et qui travaillent déjà, ils veulent continuer leurs études au niveau bac plus 3, en licence professionnelle. Plusieurs thématiques, le management d'entreprise, le marketing et vente, la comptabilité, le data science et le Building Information Modeling. Le BIM, c'est la digitalisation des processus de construction, tourisme et sport. Pour le middle manager, bac plus 3 ou bac plus 5 avec quelques années d'expérience, plusieurs programmes spécifiques, notamment les achats, le management stratégique des organisations, l'executive master en BIM, Building Information Modeling, en continuité de la licence professionnelle, notre nouveau executive master Business Analytics et Intelligence Artificielle, et le management de sport. Et le troisième segment, c'est les MBA spécialisés pour les middle plus ou top management. Donc le management de projet de la transformation en MBA qui a été élu le meilleur MBA au Maroc en management de projet. Et nous sommes en partenariat avec le PMI Maroc. Le marketing et transformation digitale, les finances, le trading, le management et établissement de santé qui est destiné aux médecins qui gèrent des structures hospitalières ou aux pharmaciens. L'intelligence artificielle appliquée à la santé, et c'est là où on parle du data mais sectoriel, qui va dans le sens de, on l'a spécialisé en santé, et la conformité. En parallèle, à Rabat, on opère une super école qui s'appelle l'école de guerre économique. Juste pour vous dire quelques mots, c'est l'école des apprentis DG, on va dire. Donc c'est des programmes très très pointus en intelligence économique et management stratégique. Après, en termes de partenariat, nous avons énormément de partenariats parce qu'on anime des secteurs, on anime des écosystèmes autour de thématiques telles que les finances, le data et d'autres. Et bien sûr, nous serons ravis aussi de signer notre partenariat avec AFT Tech, donc en marge de l'événement aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas être plus long. Donc, je vous souhaite une belle conférence avec plein d'apprentissages. Moi-même, je serai là, je serai très intéressé par apprendre plein de choses. Et puis, donc, je repasse la main à Simon Louis en le remerciant. Merci.
Merci beaucoup, M. Jalil, pour cette présentation du groupe Planeta. Vous l'avez bien remarqué, le groupe Planeta il est présent sur plusieurs registres, propose une offre de formation quand même assez variée et assez diversifiée, bien entendu. Alors, justement, pour rappeler donc notre partenaire, donc AFD Tech, donc, pour le présenter aussi au public, etc. Donc, j'aimerais bien inviter donc, cher ami Amine Rayo, qui est directeur de AFD Tech Maroc, et Mme Jeanne Ouhjou, effectivement, qui est directrice de B-Technologie, qui est d'ailleurs une nouvelle filiale qui vient d'être créée par le groupe Accenture, donc Maroc, etc. Félicitations déjà, donc voilà pour cette belle consacration donc, pour ce groupe-là. Donc voilà, donc je donne la parole à Amine et Jeanne, effectivement, pour présenter donc AFD Tech. Assalamu alaikum. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est dans cet environnement convivial. Du coup, je ne serai pas très lent, moi et Jeanne. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes là pour parler data, pour parler digital. Je laisserai rapidement les sachants parler de ça avec Mustafa. Mais on va vous présenter brièvement ce qui est AFD, ce qu'on fait au Maroc aujourd'hui. Donc AFD aujourd'hui, on est présent, c'est un delivery center qui est présent au Maroc depuis 2014. Principalement, on a une population d'ingénieurs, 90% de nos collaborateurs sont des ingénieurs. Et on travaille sur des projets francophones, anglophones, principalement sur le marché européen. Donc nos clients sont principalement en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre. Donc là, nos principaux expertise aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent sur la partie plus télécom. Donc sur la partie télécom, il y a tout ce qui est design, tout ce qui est ingénierie. Il y a aussi la partie optimisation et amélioration de la performance radio. Et on a tout ce qui est RAN, c'est Radio Access Network, donc tout ce qui est intégration, déploiement et chefferie de projet. Et on a des équipes aussi qui travaillent sur la partie transmission et fixe. Des équipes qui travaillent sur la partie NOC, c'est tout ce qui est supervision du réseau, que ce soit radio, fixe et aussi environnement. Et côté IT, c'est ce qu'on avait créé à peu près il y a 3 ans. Au début, avec Jeanne, on a pensé à créer une nouvelle entité qu'on a appelée Mediverse. Mediverse, c'est un mix entre... notre site, c'était Meditech. Et à l'époque, on parlait beaucoup de la métaverse. Et du coup, on a eu cette idée de créer cette entité Mediverse. Au début, Mediverse avait comme objectif de travailler sur l'optimisation et l'automatisation de toutes nos activités télécom pour permettre à nos ingénieurs de travailler sur tout ce qui est à valeur ajoutée. Donc c'était ça l'objectif au début, mais aujourd'hui on a une équipe assez grande, cinquantaine, soixantaine de personnes qui travaillent sur, je dirais, tout le périmètre IT, on va le voir par la suite. Et ce qui est bien chez AFD, c'est... Une parité. Oui, exactement. Je te laisse présenter ça. J'adore cette partie. Bonjour à tous, en tout cas merci beaucoup, je suis très ravie d'être parmi vous. Donc oui, je suis très fière du 1% de plus que les hommes. Donc oui, on est, voilà, 2% c'est vrai. 2% de plus, donc on est une population du coup avec 51% de femmes et 49% d'hommes. Et ça, on remercie beaucoup tout le dispositif, commençant des universités, des écoles, parce qu'on ressent que cette mixité est aussi dans les bancs des écoles et on la favorise aussi en termes d'intégration, en termes d'évolution. Aujourd'hui, on est très content d'avoir cette parité, même dans tous les niveaux hiérarchiques. Je pense que ça se voit déjà entre Amine et moi, on est à 50-50. Et puis, pareil, nos managers, nos experts, nos référents sont aussi en mixité entre hommes et femmes. Et pareil, il y a un KPI qui est très important, qui est un peu la répartition de nos seniorités dans nos équipes. Vous voyez très bien qu'on est à 52% de nos effectifs sont vraiment les débutants et débutants avancés. Donc, on parle de 0 à 3 ans. On est vraiment une entreprise qui encourage beaucoup l'intégration des nouvelles compétences, donc des stagiaires, des étudiants fraîchement diplômés. Pour nous, le monde aujourd'hui est plutôt à l'envers. C'est vraiment cette population-là qui détient le savoir et la maîtrise des nouvelles technologies, et le fait de les intégrer avec un accompagnement de nos experts nous confirmer et de leur donner un peu du sens à ce qu'ils feront en termes de métier, d'activité. Ça, c'est un peu notre rôle. Et puis eux, ils viennent avec ce savoir-faire qui nous aide du coup à créer de la valeur, à accompagner nos clients.
Tout à fait. Ce que je pourrais rajouter, c'est que chaque année, on prend une centaine de stagiaires de différentes écoles et on les accompagne pendant 6 mois et on les recrute. Je pourrais rajouter comme chiffre que 82% des stagiaires qu'on a chaque année, on les recrute. Donc ils sont signés en CDI. Je suis très contente parce que j'ai commencé stagiaire en 2014 et maintenant je recrute. Donc très bon exemple. Et au Maroc, on est aussi certifié ISO 27001, on est certifié ISO 9001 et on est engagé RSE et certifié AGPD aussi. Donc là, on va vous présenter brièvement ce qu'on a ce qu'on maîtrise, ce qu'on a comme métier télécom. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est présent sur le bout en bout, que ce soit sur la partie radio ou fixe, côté AFD. On travaille sur, sur la partie conception ingénierie, donc tout ce qui est mise à jour de la base de données, optimisation radio de toutes les technos, de la 2G à la 5G. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la 5G, même si ça n'existe pas encore au Maroc. On assure aussi la simulation de la couverture radio. Côté intégration mise en service, on a pas mal de sous-activités aussi. On accompagne nos clients, surtout les opérateurs, dans la gestion de la mise en service des sites et des swaps aussi. Dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup d'opérateurs en Europe, ils sont en train de swapper Huawei vers d'autres équipementiers, Nokia ou Ericsson. Donc là, on accompagne 2 opérateurs en Europe sur ça. Et on travaille aussi sur la partie qualité de service, donc tout ce qui est analyse des plaintes clients, tout ce qui est analyse des cellules dégradées, etc. Et on a aussi des équipes sur la partie exploitation maintenance pour la supervision et la gestion des tickets et des alarmes. Donc je vais pas m'attarder dessus. Donc brièvement aussi, parce que le but c'est aussi de laisser parler nos experts qu'on a ramenés avec nous aujourd'hui. Brièvement et rapidement, l'idée d'Acamine effectivement était de créer un pôle d'innovation, un pôle qui remet en question tous les processus et qui travaille sur les thématiques telles que la data et la BI. Donc aujourd'hui, on traite toute la chaîne de la donnée, que ce soit sur la partie data engineering, data processing, data visualization, toute la chaîne IA aussi, en proposant des solutions qui sont efficaces pour le delivery de nos activités. Et donc on est un peu dans le triangle coût-qualité-délai avec l'aspect sécurité. Donc on propose aujourd'hui des algorithmes, des applications, des solutions qui rapidement donneraient du delivery en moindre coût et avec une meilleure qualité. Pareil sur toute la chaîne de la dev, aujourd'hui on a des ingénieurs en full stack, donc aujourd'hui c'est un peu l'Eldorado des développeurs, ils peuvent trouver du Python, du Java, du PHP, avec tous les niveaux d'expertise, et puis toute la partie digitalisation et agile, en formant un peu nos collaborateurs sur les bonnes pratiques. Et là, on présente brièvement les clients qu'on a aujourd'hui, avec lesquels on travaille depuis le Maroc, et nos partenaires aussi. On va rajouter un nouveau logo ce soir. Donc là, nos principaux clients, on travaille avec Bouygues Telecom, avec SFR et Orange en France. Il y a aussi Team Fiber, Open Fiber en Italie, avec Proximus, c'est en Belgique. L'ARCEP aussi, c'est l'agence de réglementation télécom en France. Et dernièrement, on a rajouté aussi deux clients en Angleterre qui sont Three UK et British Telecom. Je rajoute juste une petite information, c'est que tout à l'heure, justement, Mustafa, vous avez parlé de Bitechnologie. Je vais parler brièvement parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau partenariat stratégique entre Accenture et Bouygues Telecom pour ouvrir une filiale marocaine. Donc là, on est vraiment sur une croissance, une vitesse de croisière énorme. Et le but, c'est d'arriver vers 2026 à entre 800 et 1000 collaborateurs. Donc voilà, on est sur un démarrage de 40 à 50 recrutements. Donc voilà, je suis très gourmande des étudiants, des experts et des talents. On a fêté nos 10 ans il y a 2 semaines, donc il y avait une grande soirée où on a invité les patrons d'Accenture aussi. Donc aujourd'hui on est 1000 dans les 2 filiales et l'objectif d'ici 2025 c'est d'arriver à 3000. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amine. LCGM aussi. Eh bien, vous avez un recruteur déjà pour les étudiants, pour les recherches, donc voilà, donc vous pouvez vous en servir, hein, donc ça c'est important. Non mais c'est vrai, franchement c'est très intéressant, donc je pense qu'aujourd'hui ce séminaire-là, il fait une incarnation
de rapprochement entre le monde académique et le monde professionnel. Et je pense que cette passerelle-là, elle doit rester. Parce que ça ne sert à rien, des fois, de former sur des choses dont le marché de l'emploi... Oui, excusez-moi. Donc, depuis toujours, malheureusement, il y avait une certaine, on va dire, un mur entre l'université et le monde de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce séminaire-là, donc on arrive quand même à rapprocher ces deux mondes-là. Et ça, c'est deux bénéfices pour tout le monde. L'entreprise, parce qu'elle est là pour avoir des profils adaptés. Et pour l'école, effectivement, qui fait de l'ingénierie de la formation et la formation, ça leur permet d'avoir aussi des échos un peu sur les besoins réels, effectivement, donc, du marché. Et je trouve que cette passerelle-là, elle est vraiment intéressante. Et aujourd'hui, nous assistons à une vraie incarnation de cette connexion entre monde professionnel et monde académique. Voilà, donc sans plus tarder, j'appelle chers experts, hein, je pense que l'audience aussi est impatiente donc pour attaquer le vif du sujet. Donc j'ai le plaisir alors d'accueillir M. Riaté Amin, qui est manager Project Data Mediverse à FD Tech. C'est Amin, marhaba. Et bien sûr, c'est Ayman Nazi, effectivement, qui est programme manager IT. Il y avait un petit... voilà, prenez place, s'il vous plaît. Voilà, M. Mimoun, effectivement, il a eu un dernier incident. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Donc, il présente ses excuses, bien évidemment. Voilà. Donc, allez-y, prenez place, s'il vous plaît. Pardon. Vous êtes chez vous. Hein. Ici, à l'ESCA, donc on est chez nous. Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, M. Mimoun présente ses excuses, effectivement, parce qu'il n'a pas pu faire le déplacement d'une urgence familiale. Donc, voilà. Mais on va y arriver avec mes amis ici. Amin et bien sûr donc Ayman. Je vais démarrer peut-être par Amin, justement sur la data et sur peut-être une question un peu générale effectivement. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est important pour les entreprises de prendre cette dimension de data pour justement maximiser leur performance? Donc déjà bonjour, je me présente rapidement, moi c'est Amin Niafé. Bon, du coup, je me présente rapidement. Moi, c'est Amin Niafé. Je suis project manager au sein du pôle Mediverse, qui est le pôle data à FD Tech. Donc, je reviens sur ta question. Donc, là, effectivement, la data, ça a transformé, on va dire, la prise de décision des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on est sur une ère où les entreprises stockent et génèrent une quantité phénoménale d'informations. Donc, ok, bien sûr, là, pardon, ouais, c'est mieux. Du coup, donc, je disais qu'effectivement, le fait de stocker et générer une quantité énorme de data, la clé du succès derrière, c'est comment utiliser ces data. Donc là, on va parler de toute la chaîne data, bien sûr, donc la partie data engineering, data analysis, business intelligence, et la partie data science, bien sûr, avec un peu d'intelligence artificielle derrière. Peut-être je laisse défiler les slides afin d'avoir un petit support et discuter le sujet. Très bien. Vous avez une présentation, bien sûr? Ah, ok, allez-y. Ok. Donc là, pour revenir rapidement sur Mediverse. Mediverse, c'est le pôle innovation au sein du centre de service FD Tech. Donc on a des chercheurs R&D, donc recherche et développement, on a des business experts, on a des data engineers, data analysts et data scientists. Donc là, l'ADN Mediverse derrière, c'est bien sûr, on va dire, assurer une expérience client qui est optimale, avoir bien sûr un gain financier derrière et bien sûr avoir un aspect aussi sur la décarbonation. Donc voilà, notre approche derrière, c'est une agilité, une intelligence collective, une optimisation de nos usines et une co-innovation avec les clients. Voilà, c'est une synergie qui se fait derrière. Et une synergie bien sûr, et les KPI, donc les Key Performance Indices, donc voilà, des mesures afin de faire parler ces data. Donc je reprends rapidement le slide pour donner un peu plus de détails sur chacune des équipes. Donc là, effectivement, on a une équipe data engineering qui prend en compte toute la partie ETL, donc tout ce qui est extraction, transformation et loading de la data. On a une équipe avec bien sûr tout ce qui est normalisation, standardisation, effectivement, pre-processing de la data afin de la préparer et la passer sur la chaîne. On a une équipe qui est data analysis et bien business intelligence. Donc cette équipe data analysis, elle prend en compte ce qu'on appelle ETA, donc Exploratory Data Analysis. Donc via plusieurs types d'analyses, on peut parler d'analyse prescriptive, d'analyse prédictive et bien sûr donc, derrière c'est comment faire parler ces data. Donc, on peut parler aussi de visualisation, donc il s'agit de avoir des tableaux de bord via bien sûr plusieurs outils. Donc là on peut parler de Power BI, on peut parler de Python et bien sûr avec ces librairies super intéressantes, Tableau et ainsi de suite. Et bien sûr une équipe Data Science et AI qui développe des modèles machine learning, qui développe des modèles deep learning, donc
on travaille sur tout ce qui est du supervised, unsupervised et reinforcement learning, bien sûr avec un peu de Gen AI aussi. On pourra d'être sur ça sur les slides d'après. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on a des développeurs full stack, donc on prend en compte toute la partie, on va dire, front-end, back-end. Et bien sûr, on essaie d'optimiser, on va dire, l'expérience utilisateur derrière. Donc voilà, via, on va dire, des UI assez user-friendly, soi-disant. Et bien sûr, une partie RPA, qui est tout ce qui est Robotic Process Automation. Donc là, on essaie d'automatiser, on va dire, plutôt les tâches redondantes. Donc, par exemple, tout ce qui est, on va dire, un export qui se fait quotidiennement, on va dire des traitements via scripting aussi. Et voilà, toute la partie digitalisation de process et, on va dire, une approche agile afin de gérer nos équipes. Voilà. Donc là, par la suite, on va essayer de dive un peu plus sur la partie intelligence artificielle. Donc déjà, de quoi il s'agit? L'intelligence artificielle est apparue en 1950. Donc au tout début, c'était pas aussi intelligent que ça, on va dire, parce que c'était un set de conditions. Donc c'était des if. Et ça a un petit peu révolutionné, on va dire, nos approches. Par la suite, on est passé sur tout ce qui est machine learning. Donc le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle, donc c'est un subset, comme on peut dire. Et ce subset-là, on a rajouté, on va dire, un layer d'algorithmique. Donc là, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de faire parler, on essaie, on va dire, de développer des modèles qui permettaient, on va dire, d'automatiser, et bien sûr avec plusieurs processes. Donc là, sur machine learning, on peut noter tout ce qui est quality boosting, tout ce qui est régression, logistique, linéaire, etc. On peut parler de classification, ainsi de suite. Et la partie deep learning. Donc là, le deep learning qui est apparu récemment, pas très récent, mais bon. Là, il s'agit de reprendre le concept, on va dire, du cerveau humain. Donc là, il s'agit effectivement de réseaux de neurones. Donc là, c'est des couches de réseaux de neurones qui vont communiquer entre elles, bien sûr, où il y a des poids, bien sûr, il y a un biais, etc. Et ça a révolutionné derrière, on va dire, nos approches. Pourquoi? Parce que là, ça nous permet au fait d'avoir plus de corrélations, on va dire, de soutirer plus d'informations à partir de la data qu'on a. Donc c'est un subset qui est super intéressant et qui est en constante évolution actuellement. Donc là, juste pour reprendre rapidement, là on a sur la partie machine learning, donc là bien sûr machine learning, on parle aussi de deep learning automatiquement. Donc on a la partie supervised learning, qui est l'apprentissage automatique supervisé. Donc là il se fait via des labels ou des étiquettes. Donc là je donne un exemple, par exemple, on a une personne devant nous, donc il va falloir étiqueter cette personne par exemple en tant qu'humain. On a un chat, on doit étiqueter cette personne en tant que chat. Donc, il faut guider le modèle derrière. Donc c'est ce qu'on appelle du supervised learning. Le unsupervised learning derrière, c'est là où on n'a pas d'étiquette. Donc là, on laisse le modèle, on va dire, automatiquement gérer des corrélations, générer plutôt pardon, des corrélations et essayer de trouver des patterns. Donc là, on peut noter tout ce qui est clustering, les systèmes de recommandation, ainsi de suite. Et la partie reinforcement learning. Donc là, la partie reinforcement learning, c'est la partie où derrière, on a essayé de faire une sorte de scoring. Donc là, par exemple, j'ai un exemple d'un choquet de camp où on aura un bot qui va par exemple se déplacer. Donc, au tout début, donc, ce qu'on a fait, c'est sur ce bot-là, on va essayer de donner un scoring par rapport au pattern qu'il va utiliser. Donc, imaginons qu'il arrive, il y a un mur devant lui. Donc à un moment donné, il va devoir dire par exemple qu'on a un mur, donc s'il part à gauche vers la cible, on va donner un score qui est meilleur. S'il part vers l'autre sens, on va donner un score qui est un peu plus nul. Donc en principe, ça rejoint ça. Et la partie Generative AI, donc la Gen AI, c'est une sorte de combinaison entre les trois. Donc là, on peut noter tout ce qui est deepfakes. Je suppose que vous avez déjà vu des vidéos de Trump en train de dire du n'importe quoi qui ont été générées. Il y a le pape en 2-2, vous avez vu ça? Et effectivement, on note aussi les LLM, donc les Large Language Models, donc, notamment chez GPT, etc. Donc voilà. Donc là, par la suite, je vais vous présenter un petit use case qu'il y a qu'on a au sein de Tech, et c'est un use case qui est intéressant derrière, c'est un use case computer vision, donc tout ce qui est pourcentage. Donc là, pour vous mettre dans le bain, donc là, on avait, on va dire, des interventions sur des sites, on avait des baies, on avait des équipements qui devaient être changés, où il y avait un brassage par exemple, donc des fils qui devaient être brassés, on devait avoir on va dire, des informations sur la conformité de l'intervention de la personne. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un modèle qui, au lieu d'avoir un ingénieur derrière qui va revérifier, on va dire, sur la photo si le bon équipement a été installé, si le brassage a été fait, si les étiquettes sont les bonnes, etc. Grâce à du computer vision, donc un modèle deep learning qui est basé sur tout ce qui est CNN, donc ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels, on a pu
pu développer un modèle qui permet de faire ce check de conformité automatiquement. Bien sûr, il est linké avec une base de données où on retire les informations et on les compare sur cette base de données. Donc en soi, le principe derrière, c'est ça. Donc, il y avait deux parties, parce que quand on parle de détection, on parle déjà trouver l'objet où il se trouve et de quel objet il s'agit. Donc la partie détection et reconnaissance. Donc on a pu développer un modèle qui faisait les deux en même temps. C'est un modèle from scratch qu'on a développé nous-mêmes. Bien sûr qu'on a alimenté avec de la data en continu. On a essayé de faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc fine-tuner, essayer de régler les hyperparamètres. Donc voilà, il y avait toute une partie, on va dire, on essaie de faire ces modifs. Donc au début, sur le dataset initial, on était sur un score qui était plutôt autour des 74% de précision. Donc PA, plutôt c'est Precision Record, c'est des métriques. Bon. Par la suite, on est arrivé à un score qui est de 95%. Donc là, c'est des auto-alimentations du fine-tuning et bien sûr, on va dire, une approche d'étiquetage aussi qui s'est fait au début. Donc là, au tout début, bien sûr, avant de tacler le problème, on a dû récupérer plusieurs photos de B, d'équipements, ainsi de suite. Et on a dû les étiqueter pour mieux guider le modèle afin de nous dire qu'effectivement il s'agit de ça, une étiquette, etc. Et par la suite, bien sûr, il y avait tout ce qui est OCR afin de lire le contenu des étiquettes, lire le contenu des équipements et ainsi de suite. Donc voilà. Merci Amine. Et effectivement, tu nous as embarqué rapidement. Il fallait aller doucement dans ça. Alors là, ça, il faut vraiment. C'est pas grave. Je comprends la passion, etc. et l'engagement. Mais bravo. Et en tout cas, c'est un use case effectivement parce que j'aurais dû. On en finit avec, mais très bien. C'est toujours bien de démarrer par des choses concrètes, bien entendu. Alors, je vais quand même retourner vers Ayman. À ma gauche, effectivement, qui va un peu nous parler un peu sur les indicateurs de performance. Si on veut réussir une stratégie data dans une entreprise, sur quoi on va s'appuyer réellement, effectivement, pour réussir ce projet, de par ton background. Allez-y. D'accord. Merci, monsieur Savard. Justement, j'ai vu que Amine il est parti directement vers le détail technique pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait. Très bien, on va faire un petit peu le flashback du coup pour répondre aux questions. Tout d'abord, je vais plutôt répondre à cette question en se basant sur la timeline qu'on a suivie pour mettre en place déjà tout ça chez AFDD. Donc aujourd'hui, et spécifiquement en fin 2021, il y avait un contexte qui est vraiment important en termes de concurrence, qui nous a permis de penser à des leviers pour remédier à ce grand défi. On avait vraiment des clients, on sait très bien qu'aujourd'hui en Europe ainsi qu'en Amérique, il y a vraiment une inflation qui est tellement grande. Et la croissance des entreprises, parfois, ils n'arrivent pas à pallier à ce genre de KPI qui s'est élevé dernièrement. Donc aujourd'hui, on a pensé, pour répondre aux différents appels d'offres ou carrément nos clients, de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de baisser nos coûts déjà, mais aussi de répondre parfaitement avec une qualité, une performance à nos clients. Donc le premier levier qu'on a choisi en fin 2021, c'était de mettre l'IT au service du télécom. Donc la première chose le premier levier sur ce pôle-là, c'était du RPA. Donc on a commencé premièrement avec le Robotic Programming Automation. En se basant sur ça, on a pu optimiser pas mal de processus qu'on avait en interne, justement de la production sur la partie télécom ainsi que autres domaines. Ça, c'était en fin 2021 et par la suite, on a rajouté des rubriques, justement la data science, le développement, etc. etc. Donc, quels sont déjà les KPI qu'on a pu... auxquels on a répondu. Justement, il y avait tellement de KPI chez nos clients qui avaient besoin vraiment d'outils, de la data principalement, de l'étude de la data pour arriver aux objectifs. Je cite un exemple qui est de Quality Friend User qu'on a avec un client. Notre client, il n'avait pas vraiment, il voulait que l'expérience qu'a vécu ses clients, qu'elle doit augmenter, qu'elle doit performer et devenir un peu plus.
Donc on a utilisé des outils de data analysis, on a utilisé de la data science et de l'IA pour répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les différents KPI, les vecteurs qui se passent sur la data comme matière brute, ils sont vraiment importants. Très bien, merci beaucoup donc Ayman pour ces éléments-là. Donc peut-être qu'il y a un point aussi qui est bon là parce que en fait on peut représenter en fait un fournisseur de services bien évidemment par rapport à ces clients-là. Est-ce qu'il y a peut-être Amine rapidement, est-ce qu'il y a une particularité aujourd'hui marocaine par rapport à ce sujet de data? Là, concrètement, on peut voir que la data au Maroc, c'est un sujet qui est en expansion. Donc, juste en se basant sur les formations qui sont disponibles actuellement, on peut voir effectivement que c'est devenu accessible. Donc, le fait que c'est accessible déjà, on va dire que ça propose, ça donne plus d'intérêt envers les gens qui sont en cours de formation ou qui n'ont toujours pas choisi, on va dire, leur vocation. Donc, l'intérêt de montrer, on va dire, la valeur ajoutée de toutes ces chaînes data, on va dire, ou l'importance de la data, va nous permettre d'avancer et bien sûr d'avoir plus, on va dire, plus de perspectives d'évolution par la suite. Donc, effectivement, je peux dire que c'est un sujet, qui va engendrer, on va dire, beaucoup d'évolution par la suite et beaucoup de sujets qui vont venir par la suite. Et je peux aussi citer que c'est un sujet, enfin, le sujet de la data, c'est pas, on va dire, spécifique aux grandes entreprises. Donc là, toute entreprise génère de la data, ils pourront, on va dire, leverage ces data et essayer d'avoir plus de visibilité sur ce qu'ils ont et sur ce qu'ils font. D'accord, excellent. Donc très bien. Donc peut-être je viens abuser de mon rôle de modérateur, effectivement, et c'est ce qui est logique, vous allez m'excuser. Non, en fait, j'aimerais bien interpeller peut-être Amine ou Jihan, effectivement, sur le... On sait très bien que la data, est-ce que vous êtes bien servi déjà aussi au niveau en interne, chez vous-même en tant qu'entreprise? Je sais que vous êtes... Est-ce que vous n'êtes pas le cordonnier mal chaussé? Allez, vous pouvez se mettre le micro, s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup pour la question, parce qu'elle est pertinente et je suis d'accord avec toute la démarche qui a été un petit peu présentée, que quand on avait effectivement avec Amine réfléchi à comment sortir un peu du style classique, d'utiliser des process et des appliquer pour avoir un livrable final bien fait, c'est de se dire, comme on avait effectivement avec les équipes, quand on les avait recrutées au début, on avait fait une grosse analyse en disant quels sont tous les types de données que je fais transiter en interne avec nos clients, même avec le leadership AFD. Et on avait effectivement fait parler beaucoup de données pour améliorer, pas forcément que le livrable pour le client, mais aussi l'expérience de nos collaborateurs à nous. On a aujourd'hui aussi, on génère, comme l'a dit Amine, tous les mois, nos collaborateurs font leur évaluation de leur expérience utilisateur. Donc en tant que collaborateur, comment je peux leur favoriser un bon climat de travail, comment je peux anticiper les départs, comment je peux les fidéliser, comment je peux détecter ou prédire leurs besoins de formation. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé un peu en parallèle sur ce pôle innovation, où on ne s'est pas bridé uniquement par rapport à nos besoins clients, mais surtout aussi à nos besoins, Amine et moi, de pouvoir piloter un centre d'excellence avec une génération jeune, avec une soif aussi d'apprentissage, parce que, comme vous l'avez expliqué, Simstafa, le sujet de la data, c'est un sujet qui est effectivement le sujet d'aujourd'hui, mais au Maroc, franchement, on est très fiers d'avoir des compétences très pointues là-dessus, d'avoir une volonté de révolutionner en tout cas le monde et de faire briller le Maroc par rapport à ses compétences de data. Donc voilà, on a un petit peu profité de tout, franchement on a eu pas mal de très bons résultats. Donc oui, la data, comme l'a dit Amine, il faut l'utiliser dans n'importe quelle dimension, que ce soit interne, avec les clients, comment aussi profiter pour marketer la marque employeur, l'image de marque, voilà. C'est un peu utiliser la data au bon sens. Excellent. Donc, peut-être Amine. Je rajoute juste, on dit que the data is the new oil. Absolument. Du coup, c'est l'or noir du 21e siècle. Exactement. Et si on a la data aujourd'hui, on pourra l'utiliser comme on veut. On pourra l'analyser, faire des analyses prédictives, perspectives, etc. Du coup, si on a la data, on pourra tout faire. Excellent. Très bien. Au Maroc, c'est ce qui manque aujourd'hui. Les compétences sont là, les écoles sont là, les formations sont là, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est le partage de la data. Absolument, le partage de la data. Et vous avez parlé des compétences et ça me donne une très bonne transition parce que j'avais parlé de capital humain. Vous savez que le Maroc aujourd'hui, il a cette vocation de devenir une pépinière des talents numériques.
on va passer d'ici 2027 à 22 500 ressources effectivement numériques avec 114 filières qui seront créées au niveau des universités. Donc ça c'est un grand challenge effectivement pour les entreprises, pour les universités effectivement, parce qu'on a besoin justement de ces talents-là effectivement. Et donc j'aimerais bien peut-être, on va dire, Ayman, peut-être par rapport effectivement donc à ces profils-là, est-ce que on considère aujourd'hui on a suffisamment de profils effectivement adaptés pour prendre un peu cet élan donc, de data? Alors, Maroc, ouais, justement. Aujourd'hui, sincèrement, et pour être très franc avec vous, cette partie-là, on l'a vu très précisément se développer sur les dernières années, sur les différentes écoles. Et là, je parle des écoles qui sont à Rabat, carrément au Canada, les différentes écoles, les universités au Maroc. Nous, au début, on avait un besoin très clair sur ces profils-là. On cherchait des data scientists, on cherchait des développeurs BI avec des profils qui sont précis. Mais on a carrément découvert lors de nos entretiens, nos échanges avec ces écoles-là et ces experts qui sont sur le marché marocain, qu'il y a tellement de profils qu'on peut nous-mêmes se baser dessus pour faire des offres commerciales sur d'autres sujets de data qui n'existent pas aujourd'hui au marché. Voilà. Donc aujourd'hui, la compétence, elle est là. Il y a vraiment un nombre important de collaborateurs et d'experts, d'étudiants qui sont sur le domaine. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et la tendance, elle est bonne sur ce volet-là. Excellent. Jeanne? Je voulais juste rajouter une petite information, c'est qu'aujourd'hui la pertinence de tout cet écosystème digital et data, c'est de pouvoir préserver aussi les ressources marocaines au Maroc. Donc les compétences conformes pour notre cher pays, on essaie un peu de leur donner aussi les pistes d'innovation, voilà, en tout cas l'écosystème nécessaire, c'est-à-dire le tissu national en termes de formation qui soit complet, les projets qui soient complets aussi au Maroc en termes d'innovation, en termes de pertinence, en termes d'apprentissage. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est quand même très orienté vers ramener des projets un peu internationaux, mais avec de la compétence marocaine, en restant bien évidemment au Maroc. Ça c'est super important parce qu'il faut qu'on forme pour notre cher pays, il ne faut pas qu'on forme pour le... Moi, je suis d'accord, effectivement. Donc, j'y adhère complètement, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il ne se fait pas de former, mais il doit y avoir une stratégie de rétention de ces talents qui sont préconvoités aujourd'hui à l'échelle internationale. Effectivement, il faut leur créer les conditions qu'il faut, c'est sûr, pour qu'ils restent, bien évidemment, ici au Maroc. Une dernière question, peut-être, sur l'IA. Donc, même si on a fait un petit voyage, mais après, je reviendrai chez toi, donc ça va. Donc, avant de donner quand même la parole à Lassane, parce qu'en fait l'objectif c'est de rester. Vous avez même le format on va dire de cette salle-là, ça devrait favoriser un échange avec la salle, etc. Donc, par rapport à l'IA en relation avec donc de la data, effectivement, quelle liaison concrètement peut-on en faire? Et est-ce que l'IA peut être utilisé par exemple pour optimiser l'analyse des données, etc. Effectivement, donc l'IA elle se base sur la data qu'on va lui donner. Donc là par exemple je prends l'exemple d'un n'importe quel modèle deep learning ou machine learning. Donc il va se baser sur les patterns, on va dire, les patterns de ces data afin d'identifier des tendances, afin de trouver des corrélations. Donc c'est à partir de ces data qu'on peut parler d'IA. Donc le fait d'avoir, on va dire, une énorme quantité de data disponible va nous permettre, on va dire, d'entraîner ces modèles encore mieux. Donc le plus de data qu'on a, le meilleur, on va dire, notre outcome ou l'output de nos modèles sera. C'est pour cela que voilà, on va dire l'importance et là la corrélation derrière que j'aimerais bien faire, c'est le fait d'avoir, on va dire, la partie data engineering qui est, on va dire, l'axe le plus important. C'est comment préprocesser, comment préparer ces data derrière. Parce que si la data, on va dire, n'est pas bonne pour être utilisée, c'est bon, ça va être, tu seras bloqué derrière, même le data scientist, il ne pourra rien faire. C'est pour ça que toute cette chaîne est importante. De la partie data engineering, data analysis et data science. Voilà. Donc, sur les trois chaînes, effectivement, pour justement faire parler ces data et me donner bien sûr un intérêt important. Merci beaucoup. Donc, on ne va pas monopoliser quand même la parole ici au niveau de la scène. Donc, j'aimerais bien entendre les vibrations de la salle, effectivement, vos questions, vos commentaires, peut-être vos éclairages par rapport à un certain point. Allez. Il suffit d'un volontaire et après ça va. Voilà, très bien. Allez, on a une question ici. Très bien. Merci pour la présentation. Tout d'abord, c'était très intéressant.
je n'ai pas une question, j'ai plutôt une remarque. On va dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'utilisation de la donnée. Je ne vous ai pas entendu parler aussi de la partie gouvernance des données, parce que, comme vous le disiez, quand vous avez parlé des data engineers, on veut exploiter la donnée, mais il faut qu'elle soit de bonne qualité. Donc, quel est votre point de vue par rapport à la gouvernance? Donc effectivement, la partie de la gouvernance de la data est une partie très importante. Donc déjà derrière, déjà le fait, on va dire, d'avoir plusieurs sources de données différentes peut engendrer, on va dire, des problématiques derrière. Donc c'est pour cela que je disais, par exemple, sur une data qui n'est pas normalisée, qui n'est pas standardisée, derrière on ne pourra pas, on va dire, exploiter le potentiel complet de ces datas. Et avoir des personnes qui vont, on va dire, recadrer et comprendre le besoin derrière, c'est tout le principe. Donc notamment pour un data engineering, au domaine de data engineering. Donc là, il faut être plutôt, on va dire, axé sur la compréhension du besoin. Donc, comment préparer ces datas, c'est le principe, on va dire, c'est la clé du succès derrière. Voilà. Très bien, merci. Donc d'autres questions peut-être? Oui, c'est Jean-Luc. Merci beaucoup pour votre exposé fort intéressant en termes de contenu. J'ai un petit souci par rapport au titre, data et digital. Oui. Je crois que ces notions sont étroitement liées de par leur potentiel à contribuer dans la transformation sociale et économique. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, l'objectif majeur de toute transformation numérique ou transformation digitale. À vrai dire, pour jauger où on est, comme disait lui, où est le Maroc par rapport à cette transformation digitale économique, il est intéressant de ne pas raisonner uniquement en termes absolus, c'est-à-dire, comme vous le savez, en termes absolus, tout le monde vibre à un rythme supérieur, tout le monde déploie de la technologie, tout le monde ouvre des instituts, tout le monde déploie des infrastructures technologiques futures. Mais ce qui est important, c'est de raisonner en termes relatifs, c'est-à-dire en prêtant attention les différents rapports au niveau international. Et dans ce cadre, je vous cite un rapport qui est très important, qui vient d'apparaître fin 2023, qui s'appelle le NRI. Le NRI, c'est très important, c'est un indicateur qui mesure dans quelle est la capacité des pays à intégrer les nouvelles technologies dans les pays. Network Readiness Index, c'est-à-dire dans quelle mesure les pays sont préparés vraiment à utiliser ces technologies. Et le Maroc, dans ce cadre, en termes de contenu, je dis bien le contenu, parce que finalement, les data, c'est quoi? Les data, c'est les vrais ingrédients du contenu. Et dans ce cadre, le Maroc est classé au niveau africain deuxième. Et en termes d'accès, il est premier. Et ce rapport NRI, il est en adéquation et en harmonie avec un deuxième rapport international qui a été élaboré par l'UIT, l'Union internationale des télécoms, qui vient d'apparaître aussi fin 2023, qui est basé sur 3 piliers: l'accès, l'utilisation et les compétences. Et pour la première fois, historiquement, le Maroc a été placé premier au niveau africain en termes d'accès. C'est-à-dire vraiment, on a les ingrédients nécessaires pour que le Maroc devienne un vrai hub technologique au niveau africain. Et je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. C'est Jean-Luc pour cet éclairage, effectivement. Une autre question, peut-être? Un témoignage? Oui, voilà. Bonjour, je suis Rajat Koudoji, je suis chef de projet marketing digital. En fait, je vais peut-être parler de ce que monsieur a commencé à, on va dire, avec les éléments qu'il vient de rappeler, où on est le Maroc par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai bien retenu, vous avez dit 80 à 90% de vos clients sont des clients étrangers. Pourquoi? Je me pose la question. Enfin, moi-même, je travaille sur des projets institutionnels, mais bon, sur plutôt un plan marketing, expérience utilisateur, un certain nombre d'aspects. Mais cette partie-là, je ne la vois pas autant. Peut-être, j'ai pas, on va dire,
une connaissance de la machine qui est derrière, etc. Je veux dire, des projets qui sont en cours. Je n'ai pas la vision globale, bien sûr. J'ai la vision d'un projet spécifique, mais là, j'ai bien retenu ce chiffre-là et il m'a beaucoup interpellée. Est-ce qu'il y a deux mondes? Il y a tout ce qui est entreprise privée qui va dans un sens exponentiel, mais la machine administrative qui va à petits pas. Pourquoi je dis à petits pas? Parce que même le contact avec les gens qui sont en place, même si c'est des responsables, des ici, je ne les vois pas vraiment autant avancer dans cette réflexion-là. Donc peut-être vous aurez un témoignage beaucoup plus parlant, plus poignant, qui pourra me donner des informations beaucoup plus approfondies par rapport au Maroc. Parce que quand on dit administration, c'est quand même assez important. Ça donne aussi une vision de là où on va d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, où on en est. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, peut-être on regroupe l'ensemble des questions et on y répond d'un seul coup, comme ça on est tranquille. Oui, madame. Bonsoir, donc je complète juste par rapport à ce qu'elle a dit Latin. Par rapport aux administrations publiques, et vous, en tant qu'entreprise privée, est-ce que vous avez prévu des KPI pour mesurer la valeur publique? Ça veut dire, je m'explique, ça veut dire l'efficacité de la digitalisation des services au niveau de l'administration et l'atteinte de l'objectif public, c'est-à-dire l'atteinte de l'objectif qu'on veut atteindre par rapport au client. Le client, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être un citoyen lambda qui est vraiment sur une montagne, donc il va utiliser comme votre service, un service qui est digitalisé. Mais est-ce que vous avez prévu des KPI dans ce sens? C'est des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité du service rendu final. Merci. Oui, merci. Oui. Une autre question peut-être, sinon on répond. Très bien, très bien. Donc je pense qu'on prend les deux questions effectivement. Sur le témoignage, effectivement, où est le Maroc par rapport à ce sujet-là. Donc c'est on en a parlé aussi effectivement. Donc peut-être encore une fois, je pourrais abuser de mon rôle de modérateur pour placer quelques mots par rapport à ce sujet-là. En fait, où est-ce que l'on est le Maroc aujourd'hui? Je l'ai dit au niveau d'introduction, il y a une maturité déjà de secteur. Moi, je pense que c'est important, il faut le dire. Bien évidemment, on ne pourra jamais comparer la vitesse de public avec la vitesse de privé. Ça, c'est, en tout cas, avec ma casquette de l'Observatoire marocain d'assurance numérique, on en a parlé plusieurs fois, effectivement, la vitesse de privé, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'entreprise privée, on a des enjeux de la concurrence, de la compétitivité, etc., l'innovation continue, etc. L'administration, aujourd'hui, on parle quand même de najat l'idara, donc c'est-à-dire rendre l'administration publique plus efficace, plus adaptée, etc. Et là, il y a des projets d'interopérabilité entre les différentes structures. Il y a, bon, j'espère en tout cas que cette stratégie finira quand même par sortir du ministère pour 2030, effectivement, Maroc numérique, etc. Donc il y a, où est-ce qu'on en est? Et je vous donne raison, M. Jarafi, effectivement, par rapport, le Maroc aujourd'hui, c'est parmi les pays qui est leader en termes de connectivité, effectivement. Et bien sûr, le numérique, les KPI, pour aussi rebondir sur la dame, effectivement, pour moi, la digitalisation, c'est la porte d'entrée pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, si on a un système automatisé, ça enlève déjà ce face-à-face qui génère beaucoup de pratiques qui ne sont pas souhaitables, on va dire, au niveau de l'administration. Donc si on part vers un système automatisé, digitalisé, donc déjà, on réduit beaucoup d'anomalies et on peut gagner sur le score de la bonne gouvernance aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et aussi, vous avez parlé des montagnes, etc. Aussi, le numérique, c'est un moyen, justement, pour démocratiser l'accès à ces technologies-là, effectivement, et bien sûr, donner accès à tout le monde, hein, et faire cette équité numérique, si on peut l'appeler comme ça. Je pense que si on s'appuie, nous avons l'infrastructure, nous avons l'accès, bien évidemment. Ce n'est pas encore suffisant, je considère, effectivement, au niveau de l'accès au débit, il y a encore de l'effort à faire au niveau d'un certain nombre de régions. Mais si on compare le Maroc par rapport à ce qui se fait au niveau sur la région, je pense que le Maroc, il a quand même des avancées remarquables dans ce sens. Donc, juste pour mettre un peu le décor, etc. Et je laisse quand même mes deux intervenants, effectivement, mettre un mot dessus, peut-être Amine.
par rapport... Donc moi je voulais juste reprendre un des points, qui est peut-être éclaircir l'importance, on va dire, ou la valeur ajoutée, on va dire vis-à-vis des organismes publics. Donc effectivement, avec peut-être, on va dire, plus de visibilité sur le potentiel, on pourra par la suite introduire des sujets qui pourront effectivement révolutionner, on va dire, notre expérience en tant que, on va dire, citoyen. Exact. Très bien. Ayman, peut-être? Je suis en phase par rapport aux différentes questions. D'ailleurs, les différents, quand on entend l'intervention de monsieur en disant qu'on avait pas mal de rapports qui disaient qu'on est très bien classé, et la dame qui demande pourquoi on n'a pas vraiment avancé sur le sujet au Maroc, bah, effectivement, c'est toute une conduite de changement qu'il faut faire. Donc, en parlant surtout de l'administration publique, on parle vraiment d'une conduite de changement que nous-mêmes, en privé, on trouve parfois des réticences ou de la résistance carrément pour mettre en place des choses. Bah, imaginez sur le domaine public, je pense que ça devient un peu plus grave. Effectivement, donc les projets de transformation, en tout cas, c'est des projets qui s'appuient d'abord sur le mindset qui est installé. Parce que si on fait un projet de transformation digitale, je l'ai dit toujours dans plusieurs formations, c'est pas l'outillage technologique qui fait la transformation, c'est l'homme. Il ne faut pas se tromper, parce que c'est pas parce qu'on parle de technologie qu'on va avoir ce raisonnement que technologique. Il faut d'abord démarrer par l'homme, et après, l'outillage technologique, il vient comme une consécration, bien sûr, parce qu'il faut, on parle de data, aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle la culture de data-driven, même au marketing. Aujourd'hui on parle de marketing piloté par la data. C'est-à-dire donc, et ça c'est un mindset à installer au niveau de l'entreprise pour que, à chaque fois qu'on veut prendre un pas, prendre une décision, il faut s'appuyer sur de la data pour avoir des scénarios de décision, bien évidemment, pour les entreprises. Très bien. Peut-être, Jeanne, oui. Je voulais juste rajouter une petite information, parce que tout à l'heure on parlait effectivement de où en est le Maroc, c'est un peu la question qui revient. Vous avez parlé de maturité, je souligne quand même qu'on est quand même un pays qui a tout un ministère sur la transformation digitale et la réforme. Transition numérique. Oui, voilà, exactement. La transition numérique et la réforme de l'administration. Voilà, donc il y a quand même une certaine réflexion et conscience que ça, c'est un peu le vecteur de la performance, parce que c'est un peu le titre aussi du débat, c'est le vecteur de la performance. Nous, on a donné un peu l'exemple en tant qu'entreprise, mais il faut aussi le généraliser pour un gouvernement. Aussi, on peut automatiser, améliorer, optimiser des processus via la donnée, via l'intelligence artificielle et via toute la technologie. Il faut utiliser un peu positivement. Tout à l'heure, on avait montré le cas où on optimisait des étiquettes pour le déploiement, etc. Il faut voir l'expérience utilisateur finale. Aujourd'hui, les opérateurs, quand ils déploient un réseau, ils ont 80% qui est mis en service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'utilise, on l'exploite dans la communication et dans le service. Il y a 20% qui sont en arrêt parce qu'il manque un câble ou parce qu'il manque une étiquette. Donc aujourd'hui, le fait d'automatiser ça donne accès à justement des régions montagneuses ou à des villageois, pour pouvoir accéder à l'information en maximisant le déploiement des opérateurs. Et ça se fait justement sans intervention humaine. Donc il faut voir un peu la dimension, pas juste développer un algorithme qui fait quelque chose, mais à quoi ça sert derrière. Je rappelle juste qu'un de nos clients, il y avait toute une plainte qui a été lancée dans un village parce que tout le village avait une coupure justement à l'accès au réseau. Et il a porté plainte contre l'opérateur parce que les gens du village n'ont pas pu profiter des services de soins rapides, parce qu'il y avait un incident, etc. Donc voilà, on sent que franchement, le fait d'être connecté est devenu important dans notre écosystème. On a donné un peu les exemples effectivement d'entreprises, mais il faut prendre ces exemples-là et un peu les projeter sur le gouvernement, les institutions. Et je trouve que quand même on est parti de très loin. Sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On le sent aussi sur certains services, quand on veut demander certains documents, au lieu d'aller à Muqatara, on le fait aujourd'hui en ligne. Et donc ça fait quand même, voilà, CNSS, voilà, toutes les institutions aujourd'hui migrent vers cette orientation. Exactement, donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Il y a encore des choses à faire. Toujours, on est toujours ambitieux, on a toujours cette intention de faire mieux, et je trouve que c'est quand même nécessaire. Très bien, merci beaucoup Jeanne. Donc, d'autres questions peut-être, dernière? Très bien, oui, si j'avais fait une dernière. Ok. Sincèrement, mis à part le classement du Maroc au niveau africain, normalement, à mon humble avis, je crois qu'il ne faut
se contenter uniquement du classement au niveau africain. Parce que, comme vous le savez, le Maroc il a disposé pas mal de stratégies. Vraiment, ce qui gêne au Maroc, c'est les stratégies arithmétiques de raison 10, 15 ans. C'est pas normal. Parce qu'à un certain moment, il faut que le Maroc fait pause. À une certaine pause, comme ça, de l'évaluation, de l'inspection, qui est le responsable, qui fait quoi. Parce qu'avec la cadence des stratégies, l'évaluation, ou dans ce cadre, si vous prêtez attention aux différentes stratégies, même depuis 2005, vous allez réaliser les différentes recommandations, les différents objectifs. Au fil des années, l'horizon 2025, veut dire quoi? Veut dire on manque de gouvernance. La gouvernance est un point crucial auquel le Maroc doit s'attaquer. Sinon, l'arithmétique des stratégies, ce n'est pas bon pour notre pays parce que notre pays mérite une place au niveau des pays arabes. Les pays arabes, on est africains, on est premier flaxé. Les pays arabes, on est presque 10e. Parce qu'il y a des pays de gauche, ils sont très riches. Bien sûr. Non, mais c'est pas ils sont de moyens, ils ont le pétrole. Par rapport à Oman, il est bien placé par la Tunisie, il est bien placé par rapport au Maroc, par exemple. Je te rejoins si j'arrive. D'où la création d'ailleurs de l'agence de développement digital. L'ADD, le rôle d'IALA, il a assuré cette gouvernance-là. D'accord? Je pense que, comme me dit Jihan, on commence à sentir ce changement-là. D'ailleurs, je suis tout à fait en phase avec toi, si j'avais été. Tu es un ami, donc je peux. Du coup, les objectifs, les canaux de 2005, on va les pour 2025. C'est pareil, c'est une continuité. Je vais dire que c'est une continuité pour ne pas dire qu'ils sont en train de reproduire les mêmes objectifs. Au l'ADD, ils font un effort considérable. D'ailleurs, il y a pas mal de chefs de département sur place qui sont des jeunes, qui ont assez de matière grise, qui sont formés dans l'IT, etc., qui ont assez d'expérience. Ce qu'il faut changer au Maroc, ce n'est pas que la gouvernance, c'est aussi le mindset, les différents métiers. Je cite par exemple. D'abord, aujourd'hui, si on souhaite digitaliser la santé, les médecins, ils veulent digitaliser la santé aujourd'hui. Ils sont résistants. D'accord? Donc, dans la digitalisation, il n'y a pas que les outils, il n'y a pas que l'expertise, il n'y a pas que les écoles, mais le métier, le ministère, الناس اللي عندهم assez d'expérience sur le sujet pour pouvoir digitaliser, avancer. Parce que pour les médecins, je ne peux plus lui demander il ne sait même pas, parfois il y a des médecins qui ne savent même pas comment manipuler un PC. Là, on ne demande pas aux médecins de manipuler. Ce qu'on leur demande, c'est juste de partager c'est quoi leurs besoins derrière pour leur faciliter leurs tâches ou optimiser avec le temps de traitement, mais pas pour utiliser ou développer des choses. On ne demande pas ça. Non, je partage avec vous votre avis. Ce n'est pas question qui va être un ingénieur, qui va faire le travail de l'ingénieur. Je sais qu'il va juste partager, mais pour pouvoir partager, il doit déjà comprendre le langage. Lorsque vous allez lui dire moi je veux digitaliser le système de telle sorte, il doit déjà comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, alors que lui, je connais pas mal de médecins qui ne commencent à toucher le PC qu'après avoir eu leur diplôme, sinon pour faire des recherches. Mais ils ne manipulent pas, ils ne savent pas comment l'utiliser. Même comment utiliser un système intégré. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire un système intégré. Donc comment je peux lui demander qu'il partage avec vous son expérience ou comment il va faire son travail. Je ne sais pas ce que j'ai pu... Non, on est d'accord, effectivement. Je pense qu'il y a une vulgarisation à faire parce qu'on n'est pas tous au même niveau de maîtrise technique, bien évidemment. Si on veut réussir, effectivement, il y a un travail d'éducation à faire. Et justement, dans l'ADD, chez l'ADD, il y a un département qui est fait pour accompagner. Exactement, pour accompagner, que ce soit les administrations publiques ou le ministère de la Santé, etc., dans cette approche de la digitalisation. Exactement. Donc voilà.
Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. Donc, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est le projet de la digitalisation de la data, c'est un projet par définition collégial qui fait appel à plusieurs énergies. Donc, ce n'est pas le ministère lui-même, ce n'est pas le secteur privé, ce n'est pas la formation, mais il faut conjuguer, travailler donc, dans une logique d'intelligence collaborative qui permet effectivement de faire de notre pays justement cette ambition de Digital Nation. Parce qu'on veut que le Maroc, bien évidemment, donc, soit une Digital Nation, effectivement. Je finirai peut-être sur cette note-là d'espoir, hein, que le Maroc devient une Digital Nation. Merci beaucoup pour votre échange. C'était quand même très intéressant. Donc, on a la vérité, mais malheureusement, il y a un déroulé à respecter. Merci Amin, merci Ayman. Donc, c'était très intéressant. Et avant s'il vous plaît, on a un moment très très spécial. Donc, c'est la signature de la convention entre ESLSK Business School et AFD Tech, s'il vous plaît. Donc, patientez donc, pour assister à ce moment historique. Merci beaucoup. Il y a un buffet en haut, s'il vous plaît, avant de partir. Merci.